du domicile de Ousmane Sonko. Pensez-vous que dans cette logique, dans cette démarche d'apaisement, qu'on doit lever ce blocus? Oui, tout ce qui peut... Je vais vous répondre, hein, ce sera une réponse... j'oublie un peu la formule. Bon, si on lève le blocus, ça pourrait être une bonne chose, une très bonne chose. Et si la levée de ce blocus peut contribuer davantage à assurer la paix sociale, la paix tout court, ce serait davantage mieux. Mais ce sont les spécialistes de la sécurité. Nous avons des forces de défense et de la sécurité. Quoi qu'il arrive, moi je suis convaincu de leur efficacité, de leur compétence. Ousmane Sonko lui-même l'a dit dans des discours que les forces de défense et de sécurité du Sénégal, il l'a dit en d'autres occasions avant celle-là, avant ces événements, bien entendu. Et je crois qu'il ne change pas de position. Donc, je crois que les militaires, il y a une hiérarchie dite militaire. Ils obéissent à des ordres. Voilà, ce sont des gens disciplinés, mais professionnels. Et parmi eux, énormément de gens, ce sont des républicains comme vous et moi. Donc, moi, ce blocus, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas allé du côté du domicile de M. Sonko. Bon, est-ce que c'est un blocus extrêmement... un blocus réel ou supposé, excusez-moi. En tout cas, il est très difficile d'accéder à son domicile. Même pour les journalistes qui y vont, s'ils ne prennent pas certaines précautions, s'ils filment comme ça, on peut les chasser à coups de grenades lacrymogènes. Mais bon, vous savez, ça, c'est un peu le rôle, hein? C'est le rôle de toutes les forces de sécurité dans le monde. C'est pour vous expliquer qu'il est très difficile d'accéder au domicile de Ousmane Sonko. Même en France, quand les Black Blocs se mettent à détruire Paris et sa banlieue, Lyon et sa banlieue, Marseille et sa banlieue, les forces de sécurité font leur travail, font leur boulot. Il y a souvent, dans des situations comme ça, qui se présentent comme une sorte de nébuleuse, où il est difficile de distinguer qui fait quoi, qui dit quoi, qui a commis quel tort. Quand on se trouve dans une situation aussi nébuleuse, il faut s'asseoir et discuter. Moi, c'est le point de vue, c'est ça mon point de vue, et je crois que par là nous passerons, par là nous sommes obligés de passer, et par là nous passerons. D'accord. Donc, je vais vous reposer la question. Vous avez abordé une partie des réponses, mais comment trouver une issue heureuse en préservant l'autorité de l'État pour que l'État ne s'affaiblisse pas devant une personne, devant une personnalité, quelle que soit sa dimension? Ouais. Bon, d'abord, je crois que l'État ne peut pas s'affaiblir devant une seule personne. Je crois que n'exagérons quand même pas. L'État... Un État, c'est un État. Un État est toujours organisé. Un État, il ne faut jamais négliger le poids, la force d'un État. Fut-il un État minuscule, puisqu'un État qui est nanti de sa légitimité, de sa souveraineté, qui est nanti de ses forces de défense et de sécurité, il peut revendiquer une certaine force. Je ne crois pas donc qu'un seul individu puisse faire face à un État. Ce n'est pas possible. Maintenant, on peut dire qu'une personne peut être le moteur d'une évolution ou d'une révolution, c'est possible. Mais moi, j'ai été témoin, comme je vous l'ai dit, témoin de beaucoup de soubresauts, en Afrique surtout, et ailleurs dans le monde. Et je ne le sais pas pour le Sénégal, puisque ce serait un retard de, je ne sais, X années. Un retour en arrière de X années, un recommencement, au moment où nous commencions un peu à nous inscrire dans la voie de l'émergence. Ce serait dommage, surtout pour les jeunes que vous êtes. Nous avons un peu
comme on le dit de manière triviale, nous avons un peu fait notre temps. J'aurais aimé que vous puissiez travailler, évoluer, grandir, vous mouvoir dans un environnement qui puisse vous permettre de vous épanouir. D'accord. Comment appréciez-vous la communication du gouvernement durant cette période de crise? Bon, le gouvernement, là-dessus, j'avoue que je ne serai pas trop bavard, très bavard, parce que je crois que le gouvernement joue son rôle avec les moyens dont il dispose, selon la ligne qui est prescrite aux organes de presse d'État, aux médias d'État. Il y a une ligne éditoriale. Moi, je ne saurais ici, ce serait déloyal de m'attaquer à cela, puisque j'ai été rédacteur en chef aussi. De la RTS. Rédacteur en chef de la RTS, directeur de la télévision. Et à l'époque, nous étions seuls. Il n'y avait pas de concurrence. Oui. Donc, qu'on nous aimât ou qu'on ne nous y pas aimé, nous étions seuls et on était un peu obligés de nous regarder. Donc, je puis mesurer quand même la responsabilité d'un État. Mais le poids d'un État et le pouvoir d'un État. Peut-être qu'à l'époque, quand vous étiez rédacteur en chef de la RTS, la communication était bien coordonnée, mais là, on constate que d'une part, il y a le ministre de l'Intérieur qui sort pour donner des informations, et de l'autre, des hommes politiques qui appartiennent à la majorité qui sortent et qui nous parlent de forces occultes et parfois qui pointent des individus comme étant des personnes qui font partie de ces forces occultes. Est-ce que cette approche a participé à éclairer l'opinion sur ce que nous sommes en train de vivre présentement? Je vous ai dit, c'est vrai, vous êtes très jeune. J'ai déjà répondu que nous sommes dans une sorte de nébuleuse. Parfois, je compare un peu, quand je discute avec des amis, je dis, on assiste à une sorte de théâtre d'ombre, et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cela est arrivé plusieurs fois. Il y a eu des répétitions. Cela s'est passé ailleurs, cela se passera ailleurs. C'est la nature de la politique d'être comme ça. Il y a des compromis, il y a des compromissions, il y a tout. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Oui, oui, allez-y. Alors, tant qu'on sera inscrit dans cette sorte de nébuleuse, rien, on ne peut pas. Il serait hasardeux de vouloir affirmer. Puisqu'il faut tout relativiser. Les gens s'accusent mutuellement de ceci ou de cela. Alors, on ne sait pas qui a raison. On ne sait pas qui a raison. Parce que pour moi, c'est une nébuleuse. On ne sait pas ce qui s'est passé à Dakar. On a parlé de nervis, on a parlé de mercenaires, on a parlé de rebelles, on a parlé de n'importe quoi. On a parlé de bandits, de vandales. Alors, dans tout ça, donc vous attendez les conclusions d'une enquête? Voilà, moi je crois qu'il faut une enquête minutieuse, objective, etc., menée avec l'accord et la compréhension et l'indulgence des Sénégalais. J'appelle mes compatriotes à comprendre que ça ne peut pas se passer comme ça. Et ça ne profitera à personne. Ça ne peut profiter à personne. Et je ne pense pas que l'enjeu envahit la chandelle. D'accord. Ousmane Sonko, lui, il semble être constant dans sa démarche. Pas de compromission. Il le dit. On ne négociera pas avec un pistolet sur la tempe. Il le dit. Est-ce que vous pensez que cette posture peut aider à sortir de cette crise? C'est son point de vue. Moi, je respecte les points de vue. Mais Ousmane, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est à travers la presse, je le vois. Je sais que c'est un jeune... c'est un garçon courageux, brillant, qu'il m'excuse de bien vouloir utiliser le mot garçon, c'est pas péjoratif, c'est pas prétentieux non plus, c'est juste une expression comme ça. Je crois que on ne peut pas imposer, je ne peux pas négocier, il doit négocier. Parce que le pouvoir, parce que le peuple veut la paix, il est écouté par une bonne partie de ce peuple, en particulier par la partie la plus importante, les jeunes. Donc, pour cette responsabilité, à cause de ça,
le fait qu'on le supporte ainsi, ça devient un poids lourd, une responsabilité. Il doit négocier, quel qu'en soit, même si les conditions lui semblent inacceptables. Ça ne fera que le grandir. Moi, si j'étais son conseiller, je lui aurais dit, allez-y. Cela ne va pas vous rapetir, cela vous agrandira. Il faut négocier, il faut parfois, même la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on annonce une Troisième Guerre mondiale, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Même dans les grandes guerres mondiales, on sait, à un moment, on s'est arrêté, on a négocié. Qu'il s'agisse de 14-18, de 39-45, etc. Je crois que les guerres sont faites aussi pour s'arrêter à un moment. Donc, je ne négocie pas avec le pistolet sous la tempe. Bon, j'aime bien la métaphore, c'est brillant. C'est brillant, c'est bien formulé. Mais je crois, moi, en tout cas en tant que doyen, j'aurais conseillé d'aller négocier. Il n'y a rien d'humiliant dans cela. Cela ne fait qu'agrandir un homme au lieu de le rabaisser.